Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le gouvernement camerounais reconnaît que 3 régions sont des zones économiquement sinistrées. Il s'agit de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, des zones de guerre où l'activité économique a été complètement dévastée ces 4 dernières années. Quels sont les enjeux de la mise en place de ces zones économiquement sinistrées? Quelles sont les incitations fiscales qui peuvent permettre aux investisseurs d'œuvrer pour le redécollage économique de ces régions en guerre? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau le professeur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric Defellé, merci de m'avoir appelé une fois de plus pour parler avec bonheur des questions de notre pays, de sorte que notre pays puisse avancer. Vous êtes expert en fiscalité, expert agréé en fiscalité dans la zone CEMAC. Vous avez un cabinet de conseil fiscal. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur la fiscalité et le développement en Afrique aux éditions universitaires européennes. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous avez suivi ce décret du Premier ministre qui déclare l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest comme zone économiquement sinistrée. Comment vous interprétez cette décision du chef du gouvernement? Effectivement, j'ai lu, comme tout le monde, le décret du 2 septembre dernier. Il y en avait 2. Il y en a 2. Un qui reconnaît ce que vous venez de dire, que le Nozo et l'extrême nord sont désormais des zones économiquement sinistrées. Et un autre décret qui accorde les avantages fiscaux à ces zones sinistrées ainsi définies. Et j'ai déjà dit, et je me suis prononcé certainement dans vos antennes pour dire que sur le plan du droit, quant à la forme, ce n'est pas un bon texte. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites autrement. Parce que ça aurait été beaucoup mieux que ce soit fait par voie d'ordonnance, parce que les questions qui relèvent de la fiscalité, de la monnaie, du budget et des finances relèvent de la compétence du Parlement. Mais donc, tant qu'il y a le feu, on peut y aller. Pourquoi il aurait été judicieux que ce soit le Parlement qui se prononce sur la situation économique de ces 3 régions du Cameroun? Je parle du second décret, bien entendu. Le premier, c'est tout à fait normal, la reconnaissance, c'est le Premier ministre. Maintenant, les avantages à accorder à cette reconnaissance, qui déjà sont connus depuis 2017 dans le cadre de la loi de finances, leur mise en place se fait sincèrement et simplement par une circulaire du ministre des Finances ou du directeur général des impôts. On n'avait pas besoin d'un décret pour ça, mais ça, ce n'est pas essentiel. Aujourd'hui, on parle des problèmes économiques que ce décret peut avoir à apporter. C'est un détail. Sur les zones déclarées économiquement sinistrées, qu'est-ce que ça signifie pour le Camerounais ordinaire? D'abord, les zones économiquement sinistrées ressortissent de l'analyse de la théorie de l'imprévision. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe, un peu comme le lac Nyos à l'époque. Imaginez que ça arrive dans une grande zone comme Douala. Ça va créer des dégâts sur le plan économique qui n'étaient pas prévus et prévisibles. Bon, dans le cas du Nozo, on a aligné ça à la catégorie des zones économiquement sinistrées parce que là-bas, c'est suite à la guerre civile que nous connaissons dans ces 3 régions. Et c'est cette guerre civile-là qui a fait en sorte que, sur le plan économique, ces zones ne puissent plus produire ce qu'on attend d'elles dans le budget de l'État, ne puissent plus produire pour les populations qui recherchent leur autosuffisance alimentaire, ils ne peuvent plus produire pour permettre aux gens de trouver des emplois, d'être stables et puis d'y vivre, de continuer à y vivre. Et donc, le Premier ministre est parfaitement fondé de reconnaître ces zones-là comme étant des zones économiquement sinistrées qui ont besoin maintenant d'un renouveau économique, d'une embellie économique, certainement, pour la recherche de la paix. Qu'est-ce que ça signifie quand un gouvernement déclare 3 régions qui sont en guerre comme zone économiquement sinistrée? Cela signifie-t-il que durant les exercices budgétaires antérieurs, ces régions n'ont pas contribué concrètement au produit intérieur brut? C'est l'une des raisons. Et c'est même la plus fondamentale parce qu'une zone
qui a vu ses populations se déplacer, une zone qui a vu des villes mortes s'accentuer, une zone qui a vu la Sonara qui brûle, une zone qui a connu par exemple un ralentissement de l'activité économique. Prenons le cas du Sud-Ouest, dans les bananes, dans l'OT, un peu partout. Tout ça contribue à limiter l'apport de ces zones-là dans le budget de l'État. Donc, en termes d'impôts, en termes de rentrée fiscale et donc budgétaire, il y a à reconnaître qu'on ne peut plus compter sur ces zones si rien n'est fait pour faire redémarrer l'économie. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Alors, le secteur privé a déploré des pertes qui se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA du fait de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a l'agriculture industrielle qui n'a pas contribué au PIB au premier trimestre 2019. Il y a également l'extrême nord où l'activité touristique et hôtelière, là aussi, c'est au point mort. Est-ce que ces zones économiquement sinistrées qui viennent d'être déclarées et les avantages fiscaux qui ont été présentés, cela est-il suffisant pour répondre aux préoccupations du secteur privé dans ces zones précises? Alors, je répondrai bien à votre question, mais il faut déjà dire, de mon point de vue, ce qui aurait pu motiver une telle décision du Premier ministre, qu'il prenne la plume pour signer de telles décisions lui-même. Je crois que c'est une espèce, de mon point de vue, de victoire de l'économie sur le politique. C'est-à-dire qu'on a essayé peut-être de résoudre ce problème politiquement, brutalement, par la force militaire, la force du droit. Mais on se rend compte que ça ne résout pas le problème. Et j'ai l'impression que le Premier ministre veut passer par l'économie, parce que l'économie va permettre aux gens qui posent des problèmes à ces endroits de reconnaître quand même l'embellie et de pouvoir s'assagir, ou alors aux populations de se rendre compte qu'il y a un renouveau économique dans nos régions. Et ce renouveau économique peut nous amener à rentrer chez nous, à trouver des emplois et à recommencer à vivre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose maintenant, est-ce que ça va porter des fruits? Je crois oui, ça peut porter des fruits à deux conditions. Lesquelles conditions? Que l'État lui-même commence à créer des entreprises là-bas. Qu'il transfère même aux besoins certaines entreprises publiques là-bas. Parce que l'État a les moyens d'assurer la sécurité de ces entreprises. Prenons le cas de Limbo, autour de la Sonara. On peut créer un certain nombre d'entreprises, je ne sais pas comment on appelle ça dans le langage économique, d'autres appelleraient ça start-up. Qu'on crée des groupes d'entreprises autour de la Sonara. Je parle bien de l'État. Et les particuliers vont suivre, les privés vont suivre. Parce que l'État pourra assurer la sécurité. Que à l'extrême nord, que l'État se rentre dans le développement du tourisme, l'État engage des grands travaux, d'abord routiers, autoroutiers, et que des hôtels de grand calibre puissent continuer à voir le jour à ces endroits. L'État pourra protéger, en protégeant ces investissements, l'État protégera de la même manière des investissements privés qui seront tentés d'y aller. C'est la première chose. Si l'État ne le fait pas, des gens vont se dire, mais il n'est pas interdit à l'État de créer des entreprises ou d'en transférer. Et il y en a beaucoup. On pourrait en reparler une autre fois. La deuxième condition. Alors la deuxième condition, c'est que les mesures qui sont contenues dans le décret du Premier ministre ne sont pas des mesures attractives. C'est-à-dire qu'on a donné la chèvre en tenant la corde. Quelles sont les mesures qui, selon vous, ne sont pas assez attractives? Non, mais toutes les mesures de défiscalisation. Je vous prends un exemple. Prenons le cas de la Sonara, qui a été brûlée. La Sonara bénéficie déjà d'un régime fiscal très, très attractif pour ses investissements et autres. Mais ce décret dit on ne peut pas aller au-delà de 100 millions. Or, je puis vous assurer que une vis à la Sonara coûte 150 millions. Une vis. Et vous pouvez vous imaginer. Donc, une entreprise comme la Sonara, dont certains compartiments ont brûlé, ne peut pas être intéressée par ce décret, surtout que ce décret dit qu'il n'y a pas de cumul de régime de faveur. Ça n'existe pas dans ce décret. Parce que si vous bénéficiez d'un régime de faveur économique avant,
vous ne pouvez plus bénéficier des avantages de ce décret. Sinon, à vous de choisir le régime où vous gagnerez le plus. Donc, une entreprise comme la Sonara n'aura aucun intérêt à appliquer ce décret. Il y a les multinationales du secteur agro-industriel qui sont très présentes dans le sud-ouest et le nord-ouest et qui ont évalué leurs besoins pour relancer la production, des besoins de financement qui se fixent à des quarantaines de milliards de francs CFA. Est-ce que ces incitations fiscales sont une réponse à leurs préoccupations? Vous voyez donc que lorsque les gens ont des besoins de réinvestissement de 40 milliards, qui sont limités dans le décret à 100 millions, sous réserve qu'il y ait une évaluation à chaque fois que cette faveur doit être accordée, c'est-à-dire que les dépenses fiscales seront évaluées par les services du ministère des Finances au fur et à mesure qu'on les accordera. Ce n'est pas attractif. Ça veut dire que si on a voulu amener... Et puis un privé maintenant, déjà c'est... Vous savez, l'argent n'aime pas le bruit, dit-on. Et un privé qui va mettre son argent pour créer une entreprise nouvelle là-bas, au seul motif qu'il aura des avantages fiscaux, ce n'est pas attractif, tant qu'il n'y a pas la paix. Donc, est-ce que on peut résoudre le problème de ces zones sinistrées qui ne découlent pas du sinistre naturel où il y a l'imprévision, mais qui découle d'un sinistre organisé par les hommes? Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ce sinistre vont accepter que ces mesures soient mises en place, vont arrêter, vont connaître l'épuisement de leur effort pour laisser ces mesures passer? Économiquement, on ne peut pas facilement répondre par l'affirmative s'il y a de l'autre côté une volonté d'accompagner ces mesures économiques, qui sont du reste bonnes pour les petits entrepreneurs, mais pas pour les groupes. Et pourquoi les grandes entreprises n'y trouveraient pas leur compte dans ces mesures incitatives? Parce que ce n'est pas attractif. Les dépenses fiscales qu'on accorde ne sont pas attractives. C'est limité. C'est-à-dire que c'est parfois le 1% de certaines entreprises qui voudraient bien faire de gros investissements. Mais les petites peuvent en tirer profit. Mais pour que les petites en tirent profit, il faut que ces petites soient accompagnées par l'État sur le plan sécuritaire. Et pour que cela soit fait, il faut que l'État lui-même rentre dans le jeu de la mise en place d'un certain nombre de petites entreprises qui peuvent entraîner la belle embellie de ces zones-là. Et encore, pour que cela soit possible, et c'est à ça que je voulais en venir, il faut que ce pouvoir de mettre en place des petites entreprises dans ces régions, à côté des entreprises que l'État pourrait mettre en place, eh bien c'est la décentralisation. Les présidents de région pourraient mettre des petites compagnies de transport, sachant que les travailleurs qui pourraient être employés dans ces entreprises-là ont un moyen de transport sûr, parce que si c'est la région qui met en place ces petites entreprises de transport et autres, eh bien, il est entendu que les mesures de sécurité suivront. On pourrait peut-être créer pour ce faire des polices régionales, des polices municipales qui pourraient avoir pour rôle principal de veiller à la paix et à la bonne marche de ces entreprises. À côté de ces mesures d'incitation fiscale dans ces zones économiquement sinistrées, il y a l'état des infrastructures qui doivent accueillir ces industriels qui seraient tentés d'investir dans ces régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'état des infrastructures est loin de rassurer les investisseurs. Est-ce que c'est aussi un pan important dans le processus d'attirer davantage, de rendre attractifs ces régions qui sont en guerre? Vous voyez donc l'intérêt qu'il y a à voir l'État lui-même entrer dans la danse. Et l'État a les moyens de le faire. Les infrastructures dont il est question, moi quand j'étais jeune, dans tous les départements, il y avait des services départementaux des travaux publics qui avaient des engins qui réparaient. Quand il y avait un problème de route, eh bien ces gars allaient là, ils réparaient, ils arrangeaient. Mais on peut le faire aujourd'hui. L'État a le match génie, par exemple. On peut mettre des agents de match génie dans tout le département. Et le match génie, eh bien, c'est une entreprise étatique qui met ses valises dans tel département, tel autre département, tel autre département. Je parle bien des zones sinistrées. Et où les bruits de Caterpillar et autres
peuvent contribuer à éloigner ceux qui veulent s'avancer. Parce que ces bruits de caterpillar et de bulldozers seraient suivis et naturellement du bien-être des populations qui veilleront également à ça et qui pourront prévenir les corps spécialisés pour dire attention, on a vu des mouvements de troupes vers les travaux, là où on fait les travaux. Bref, tout ceci va contribuer à donner à ces régions un regain de chaleur, un regain de vie pour permettre aux autres, l'État lui-même, lorsqu'il veut devenir investisseur, les entrepreneurs privés, lorsqu'ils veulent risquer leur capital, de pouvoir se mouvoir de manière sereine dans ces zones-là. Le point le plus préoccupant au Cameroun aujourd'hui, ce sont les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions qui concentrent à elles tout seules une bonne partie de la production du cacao, du café et de la banane, qui sont des produits d'exportation pour le Cameroun. On a vu la courbe qui s'est inclinée, la baisse des exportations au Cameroun du fait de la crise anglophone. Aujourd'hui, que ces entreprises qui produisent dans ces régions ont vu leur appareil de production être détruit du fait de la guerre et leurs ouvriers déserter les champs du fait également de cette guerre, les mesures incitatives, une zone économique sinistrée, ces mesures incitatives fiscales sont-elles suffisantes pour amener tout le monde dans ces régions? Oui, peut-être pas suffisantes, mais nécessaires. Et c'est là où je dis le Premier ministre est allé en guerre contre les va en guerre, en se servant de l'économie. Parce qu'il a un pouvoir économique, le Premier ministre, peut-être pas politique, mais économique. Et là-dessus, vous avez justement cité les choses sur lesquelles mon analyse se fondait. Le cacao, le café, la banane et d'autres cultures qui sont considérées pour les pays développés comme des matières premières. Et c'est là l'occasion pour l'État de sortir ces produits du cadre des matières premières pour en faire des produits finis ou semi-finis. C'est dire que dans ces zones nord-ouest et sud-ouest, l'État doit mettre en place des usines qui lui appartiennent, qui vont permettre maintenant de transformer le cacao en fève, en tout ce qu'on veut, et le café en tout ce qu'on veut, prêt à la consommation. L'État lui-même, s'il le fait, je répète, l'État va protéger ses investissements, et à terme et à la longue, on peut sereinement s'attendre à ce que la rébellion, tout ce que vous appelez, s'essouffle grâce à la forte activité économique que ces régions vont dégager. Il y a l'extrême nord qui reste la région la plus pauvre du Cameroun. Les forces de sécurité et de défense ont fait certes reculer la secte Boko Haram, mais la question économique, le développement social et économique de cette région reste toujours préoccupant. Est-ce qu'il suffit de signer un décret pour annoncer des mesures incitatives sur le plan fiscal au moment où ces régions attendent une sorte de plan Marshall pour le développement des infrastructures, pour identifier les secteurs d'activité où il y a des avantages comparatifs? Écoutez, je vais vous dire, moi, je ne place pas au même pied d'égalité la situation au Nozo, où il y a des Camerounais qui combattent contre leurs frères, et la situation à l'extrême nord, où il y a des étrangers qui combattent les Camerounais. Pour moi, à l'extrême nord, il faut pourchasser ces gens, même à l'intérieur du Nigeria. Les autres pays le font. Aller les détruire là-bas, détruire leur capacité d'action. C'est toujours été ma position. Il n'y a aucun dialogue à faire avec les gens à l'extrême nord. Ce ne sont pas des Camerounais, c'est des gens qui veulent nous déstabiliser. Des forces, il faut violer le droit international s'il existe dans ce domaine, parce que les autres le violent. Je ne vais pas citer ici, ça va faire un incident diplomatique. Vous connaissez ces États qui sont capables de venir vous frapper chez vous lorsque vous les embêtez. Le Cameroun a les moyens de le faire. Et ça lui permettra de neutraliser cette zone de manière définitive et de mettre dans le même pied d'égalité cette zone-là avec le pouvoir d'État, l'investissement issu de l'État, notamment les routes. Vous savez, quand il y a des routes, le mouvement des populations, et c'est une zone frontalière, va créer une émulation et les gens
vont se déplacer de part et d'autre. Et dès cet instant, les échanges entre le Cameroun et le Nigeria seront tellement fluides que le Nigeria lui-même va doubler d'efforts pour ne pas permettre cette embellie de son économie via la consommation camerounaise et vice-versa. Mais tant qu'il n'y a rien qui tient les gouvernements, vous savez, les gouvernements se tiennent parfois sur des questions économiques, comme ils peuvent se tenir sur des questions politiques, sur des questions stratégiques et même sur des questions minières. Quand on trouve un intérêt, on n'a pas besoin de voir cet endroit poser des problèmes. On peut jouer sur cette corde. Alors, ces zones économiquement sinistrées et leurs incitations fiscales, cela aura-t-il un impact sur l'élaboration du budget pour l'exercice 2020? Si c'est un budget sincère, il y aura un impact. Parce que le fait de dire, de déclarer, de reconnaître que ces zones sont des zones sinistrées montre à suffisance que ces zones-là ne rentrent plus grand-chose dans le budget de l'État. Et en conséquence, le budget de l'État dans les prévisions financières, économiques, macroéconomiques du gouvernement, compter ces régions peut fausser la lisibilité et l'exécution de ce budget-là. Donc, si c'est un budget réaliste, on ne comptera plus avec le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. En tout cas, même si on compte, ce serait à valeur minimale. Dès cet instant, il faut trouver, le gouvernement est tenu de trouver d'autres poches qui lui permettront d'élargir son assiette fiscale et de trouver les moyens de combler ce déficit budgétaire qui peut être creusé par... encore une fois, le gouvernement a des compétences pour faire ces choses-là. Nous, ici, on fait des supputations. Alors, justement, c'est théorique ce que nous disons sur cette question-là. Tout à fait. Il y a des zones économiquement sinistrées qui, pour vous, risquent d'avoir un impact sur l'élaboration du budget 2020. Et il y a quelques mois plus tôt, une loi des finances rectificative, une ordonnance du président de la République portant rectification de la loi des finances 2019. Le pays est en crise économique. Il y a des défis sécuritaires importants qui demandent un budget conséquent, avec 3 régions déclarées zones économiquement sinistrées, et ces défis sécuritaires et les défis de développement du Cameroun. Le gouvernement peut-il réussir cette équation de répondre à toutes ces préoccupations et de donner ces incitations fiscales aux entreprises? Vous savez, l'État ne meurt pas. Et l'État en lui-même n'est jamais en faillite. Ce qui est en faillite, c'est la structure de l'État vue par les autres. C'est le fonctionnement de l'État vu par les autres. Parce que nous sommes dans un monde où les données économiques consolidées se tiennent, permettent de dire que le problème c'est là-bas, c'est tel problème, le problème c'est là-bas, c'est tel problème. Vous savez très bien que si la Chine chancelle, le monde entier chancelle. Si le dollar chancelle, eh bien toute la finance mondiale chancelle. Alors nous au Cameroun, qu'est-ce qu'on peut trouver de telle sorte que si ça chancelle, que tout le monde puisse chanceler? Eh bien nous l'avons, c'est ce qu'on a toujours appelé nos matières premières. Nous avons un sous-sol riche, des terres arables très fertiles. Et nous avons développé une agriculture forte qui fait que tout le monde se rend compte, les autres États s'entendent, que si on ne sauve pas le Cameroun, eh bien voilà ce qu'on va perdre. Et aujourd'hui, je pense que le marché du chocolat, on peut le faire chanceler. Le marché du café, on peut le faire chanceler. Si jamais le gouvernement met en place ce qu'on vient d'évoquer dans cette émission, notamment des usines de transformation locale de ces matières premières. Il y en a déjà qui ont été installés, hein, oui, mais à Kekem également. Je le sais, mais il faut que ce soit partout. Il faut que ce soit partout. Il faut également que le bois, il y a une loi ici sur les forêts, il faut que le bois soit non seulement transformé sur place, non seulement vendu en billes fendillées, mais vendu en meubles, produits finis. Vous verrez que des gens qui utilisent notre bois commanderont tel type de pièces fabriquées de telle manière, et ça permettra de délocaliser des industries. Ça permettra un transfert des technologies tant demandées
Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, les bénéficiaires de ces produits semi-finis ou finis à l'étranger veilleront à ce que le Cameroun ne tombe pas dans une incertitude qui va bousculer leurs affaires. Nous pouvons le faire. Alors, il y a un secteur informel quand même qui a été touché par cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'est pas certainement compté parmi ceux qui pourraient bénéficier de ces incitations fiscales, mais quelle réponse apporter pour ces petits commerçants, cette économie qui s'est développée et déstructurée du fait de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et qui contribue également à la fiscalité locale et même la fiscalité sur le plan national? Je vais vous dire qu'il y a plusieurs types de secteurs informels. Le secteur informel auquel vous faites allusion est un secteur informel organisé, voulu par les grossistes. C'est-à-dire que, comment ça se fait? Les gens prennent des marchandises le matin, se débrouillent à les vendre, et ils ramènent les invendus et le produit et le montant de revente de ces grossistes-là. Ce secteur informel permet de nourrir le petit Camerounais qui n'a pas pu trouver un emploi. Il est nécessaire. Mais le secteur informel qui va être touché, c'est justement le secteur informel propre, où les gens exercent des activités et s'interdisent de payer des impôts, sauf si ce n'est pas la contrainte. Ce type de secteur informel, c'est délocalisé. Il ne peut plus être dans ces régions-là. Mais l'autre qui va souffrir, c'est celui qui était organisé par les grossistes et qui, lui, ne peut pas se délocaliser parce que les grossistes eux-mêmes sur place n'ont pas tenu aux coups et aux violences du conflit qui existe, de la guerre qui existe. En ce moment, ce secteur informel-là meurt tant en amont qu'en aval. Mais les autres, ils sont partis. Alors, incitation fiscale, ils ne sont pas vraiment concernés. Ils ne sont pas concernés. Que faut-il faire pour ces cas précis? Quelles réponses les autorités camerounaises peuvent-elles apporter à ces commerçants, ces détaillants, grossistes, ces vendeurs qui aujourd'hui tirent le diable par la queue? Ce sont ces mesures que le Premier ministre a prises. C'est à eux que ça s'adresse justement. Mais, une fois de plus, comment les implémenter dans une zone où les gens ont peur, dans une zone où l'État n'assure plus entièrement la sécurité des biens et des hommes? C'est ça le problème. Dans ce cas, il faut qu'il y ait une masse économique suffisante. Et c'est le but de ce décret. Une masse économique suffisante pour que cette masse économique amène les uns et les autres à résister, à rester sur place et à faire reculer les assaillants, les soi-disant sécessionnistes. Merci, professeur Pierre Alaka d'être venu dans cette émission. Je précise que vous êtes expert agréé en fiscalité et enseignant dans les universités au Cameroun et en Afrique centrale. Merci Cédric Nofélé. Je suis très heureux d'être conseiller fiscal agréé parce que la CEMAC vient de signer un règlement qui donne de pouvoir aux conseils fiscaux pour bien exercer leur métier, notamment des missions légales, parce que c'était le seul corps au Cameroun qui n'avait pas de mission légale à côté des autres corps comme les notaires, les avocats, les experts comptables et autres. Maintenant que c'est fait, vive la CEMAC et vive le Cameroun. Nous en parlerons certainement dans une prochaine émission. Merci messieurs et mesdames d'avoir suivi ce programme. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.